C'est l'écrivain français francophone le plus lu au monde, vous l'adorez. Marc Lévy est avec nous. C'est un bonheur de saluer le succès, parce que ce public qui vous aime, Marc, qui vous lit, Ghost in Love, un roman, votre dernier livre est un véritable triomphe. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous touche au fond quand vous voyez les lecteurs qui vous disent « bah ça nous a emportés ». C'est un plaisir très humble en même temps, parce que ça reste toujours un mystère. Je crois que c'est la joie humaine. Ouais. Il y a une chose qui est assez paradoxale. Le métier d'écrivain, c'est un métier extrêmement solitaire. Et on vit seul, et on travaille tout seul. Et en fait, je dirais très caché derrière la couverture. L'acteur, le chanteur, c'est leur personne qui existe. C'est un peu un fantôme alors, comme dans votre livre. Hein. Complètement. Finalement, le visage du romancier ou de l'écrivain a peu d'importance. Ce sont les personnages qui créent ce lien entre le lecteur et celui qui écrit. Et puis les personnages, ils rentrent aussi dans la vie de celui qui écrit. Moi, je sais que je vis avec mes personnages qui deviennent, au bout de 2-3 mois d'écriture, quand je passe 10 heures par jour avec eux, ils rentrent dans ma vie. Ouais. Mais au point qu'il m'arrive... il m'est arrivé en me promenant dans les rues d'une ville de montrer la fenêtre d'un appartement à mon meilleur ami, de lui dire « Tiens, c'est là qu'habite Julia ». Il me regardait consterné. Mais pour moi, elle vivait là. Voilà. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, le lien avec le lecteur, c'est un lien où tout à coup... comment vous dire, un rêve de l'enfance devient une réalité, parce que ce côté enfant rêveur à l'école où on vous dit arrête de rêver, moi j'en ai fait un métier. Et tout à coup, ces personnages qu'on a imaginés, ces histoires qu'on a inventées, vont toucher des gens que vous ne connaissez pas. Et voilà, et ce que je vous dis, c'est un bonheur très humble, parce qu'on a, vous voyez, je n'ai pas inventé le vaccin contre le sida, malheureusement, mais c'est juste un bonheur, ça vous touche, mais comme un chef qui travaille dans sa cuisine, vous voyez, et qui ne va pas dans la salle, mais quand il voit le bonheur sur le visage de quelqu'un qui goûte à sa cuisine, il y a toute la récompense de son travail. Il se dit, c'est pour ça que je me suis levé tôt ce matin, c'est juste pour donner ce petit moment de bonheur. Et se dire rendre les gens heureux, parce qu'alors là, on va parler de Ghost in Love, ce dernier livre, donc un roman, qui rend heureux, parce qu'au fond, vous jouez avec les frontières de la vie, de la mort, les frontières finalement de l'imaginaire et du réel, et puis aussi, vous jouez avec finalement des choses de la pesanteur terrestre, où finalement vous nous amenez au-delà dans le merveilleux. Parce que je pense qu'on peut parler des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, je pense que quand on parle des choses très sérieuses sans se prendre au sérieux, on les partage beaucoup mieux, finalement. C'est-à-dire que quand on est dans le partage et dans l'observation, on est souvent plus convaincant et plus généreux que quand on est dans la démonstration ou dans la prétention. Je trouve que ce qui est merveilleux dans la notion de point de vue, ça n'est pas d'imposer son point de vue, c'est de partager un point de vue avec quelqu'un. Et puis, vous voyez, c'est ça l'objet de la rencontre, c'est de partir d'une... Alors, il y a des tas de choses dans la vie auxquelles on est confronté qui sont dramatiques, mais dont on peut faire, comment on va dire, des choses tendres, drôles et rassurantes. Alors, moi, il y avait une réflexion de ma grand-mère qui m'avait fasciné quand j'étais enfant. J'habitais un petit village dans le sud de la France. Ma grand-mère, qui était une femme libre, très avant l'heure, et qui avait un caractère et surtout un franc-parler très joyeux. Et un jour, on est passé devant la statue, je crois que c'était Garibaldi sur son cheval, et ma grand-mère le regarde et dit, tu vois, ça, les hommes croient que c'est ça leur éternité, et on se demande s'ils ont bien pris conscience de ce que les pigeons allaient en faire, de leur éternité. Et ma grand-mère m'avait appris que l'éternité, c'était finalement le sentiment, on n'emmène dans sa tombe ni sa maison, ni son argent, ni sa voiture, mais la vraie éternité, c'est le sentiment qu'on laisse derrière soi. Ouais. Et la preuve en est, c'est que, vous voyez, moi j'avais un attachement éternel à mon père. Et mon père était mon premier lecteur, et c'est le 3e roman que j'écris depuis qu'il n'est plus là. Eh bien, il est toujours là. Je veux dire, quand j'écris, cette conversation que j'avais avec lui autour de l'écriture, je la continue dans ma tête. Ouais. Il est un peu là comme un fantôme, alors vous dire par là, qui pourrait éventuellement revenir. Mais l'idée, il pourrait venir vous dire, tiens,
Il y a des choses maintenant que je suis mort que je vais te dire, que je ne pouvais pas te dire avant. Mais on va partir quelques jours, tiens, par exemple aux États-Unis, à San Francisco, et puis tu vas découvrir des secrets, et puis tu vas me découvrir finalement. Alors que l'amour ne s'arrête pas avec la mort. Alors c'est là que la fiction entre en jeu et s'écarte de ma réalité à moi. L'idée de ce roman, c'est l'idée d'un pianiste concertiste qui a un père qui est très haut en couleur, un personnage truculent, un homme plein de vie, plein de... Et puis bon, voilà, cet homme qui était médecin est mort il y a 5 ans. Et puis un jour, il réapparaît dans la vie de Thomas. Alors que Thomas arrive tout juste à faire son deuil, donc il voit apparaître le fantôme de son père, et ce fantôme qui est aussi truculent que l'était son père de son vivant, lui dit « Écoute, je suis désolé, mais j'ai un énorme service à te demander. Il faut que tu réalises le rêve le plus important de ma vie que je n'ai pas pu réaliser, et je te demande d'emmener mes cendres à San Francisco. » Bon, après, je ne veux pas déflorer l'histoire. Et donc, commence entre ce père et ce fils un voyage qui est plein de turpitudes et plein de... découverte, parce qu'au fond, il va découvrir son père. Exactement. Et comme son père est mort et qu'il n'a plus rien à perdre, eh bien, va s'engager entre eux avec 1001 péripéties, parce que c'est pas si facile que ça de voyager dans ces conditions, et encore moins de faire ce que le père lui a demandé de faire. Mais il s'engage entre le père et le fils une conversation où, finalement, le plus jeune des deux et le plus lâché des deux, c'est le père, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Oui. Et c'est un livre j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je trouve que le rapport qu'on entretient à nos mères, d'abord, est un rapport qui a été beaucoup traité et magnifié dans la littérature. Albert Cohen, enfin bref, on a beaucoup parlé des mères. Et le rapport qu'on entretient à nos pères est un rapport, en fait, extrêmement pudique, très empreint de pudeur. Il y a secret. Beaucoup plus secret. Et j'ai beaucoup écouté autour de moi, mes amis, et puis les gens avec lesquels j'ai la chance de pouvoir échanger. Et je m'aperçois que l'amour que l'on exprime à l'égard de nos mères, c'est un amour spontané, immédiat. Nos mères, on les embrasse, on les prend dans nos bras, elles nous câlinent, Le rapport qu'on a à nos pères est un rapport, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup plus distant, beaucoup plus pudique, fait de non-dits. Mais pourtant, cet amour est tout aussi immense. Ouais. À ce près que, lorsque la mort nous sépare, il laisse un vide de communication, un espace de non-dits, de secret et de mystère. Et nos pères restent finalement beaucoup plus mystérieux que nos mères. Et ça crée un manque. Et j'ai envie de traiter de ça dans la joie et de poursuivre une conversation qui là est une conversation père-fils, mais qui aurait pu être tout à fait une conversation père-fille. Ouais. Et se dire aussi, n'attendons pas d'être mort pour nous dire les choses. C'est ça qu'il dit, au fond, ce qu'ils ne se sont pas dit. Peut-être que grâce au romancier que vous êtes, la magie est possible, mais dans la vie, on se dit. Alors ça m'est arrivé, je dois vous dire que... Il faut se dire les choses. Voilà, quand vous parliez des petits bonheurs, enfin des grands bonheurs que vous voyez de ces rencontres avec les lecteurs, un des grands bonheurs a été le témoignage d'une lectrice me disant, après la lecture du livre, j'ai appelé mon père et on s'est installés en face l'un de l'autre et on a commencé à se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites avant. Ouais. Et parce que j'ai pas du tout envie d'attendre qu'il soit trop tard pour les lui dire. Mais c'est un petit peu aussi, c'est ça aussi le propos d'un livre. Moi, je me suis toujours posé cette question. Je lis énormément. Mon père était un très grand lecteur, et mon père m'avait dit cette phrase qui m'avait fait réfléchir très jeune quand il avait voulu m'initier à la lecture, qui était de dire il est toujours intéressant de se poser la question de savoir à quoi sert un livre. Et un livre, ça sert essentiellement. Alors que la lecture est solitaire et individuelle, le livre, la vie du livre, c'est de nous rapprocher. Ouais. Et c'est de nous faire vivre en communauté. C'est de nous rapprocher de ceux qu'on ne connaîtra jamais. Il faut s'affranchir des barrières. Aussi. Et puis de faire évoluer nos points de vue. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Et puis, de rendre heureux le lecteur, au fond. De lui ouvrir des portes. Et ce partage que vous avez, Marc, avec vos lecteurs, je le disais au début, qui est quelque chose qui fait que vos livres touchent profondément et donnent envie d'aimer la vie et d'aimer tout court. Oui, absolument. Enfin, oui, c'est ce que j'essaie, mais je suis un épicurien, ça se voit. Et j'aime la vie. Et alors, il y a d'ailleurs, pour illustrer ce propos, il y a une phrase dans le roman qui était un petit peu pour moi, puisque le personnage est un pianiste professionnel, donc vous imaginez que j'ai vécu entouré de musique, mais il y a ce qu'on appelle le diapason, vous voyez. Et le diapason de l'histoire, c'est un moment où
Thomas est un peu agacé par son père et il lui dit « Oui, je sais, on ne vit qu'une fois ». Et le père lui dit « Ah non, ça c'est une vaste escroquerie. On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours ». Et cette phrase va faire énormément réfléchir Thomas et va lui faire changer beaucoup de choses dans sa vie. Parce que finalement, le père a raison. On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Et donc, l'appétit de la vie, la vie, elle se goûte à l'appétit de tous les jours. Ouais. Et il en reste quelque chose, parce qu'au fond, ces fantômes-là sont toujours là, au fond. Vous dites, au fond, ça ne s'arrête pas. L'amour est quelque chose de plus fort que tout. Ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'on s'interroge sur le sens de la vie. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Mais je crois vraiment que la seule véritable éternité de l'homme, elle est dans le sentiment qu'il laisse derrière lui. Et tant que ce sentiment perdure, il est vivant. On reste vivant. Vous voyez, c'est une toute petite anecdote, mais j'ai découvert très tardivement que mon arrière-grand-père, qui était turc, avait donné sa maison à Smyrne pour faire le premier hôpital pour femmes. C'était un bienfaiteur, parce qu'on a un humaniste avant l'heure. Bon. Et donc il avait vraiment donné sa maison pour faire cet homme est mort en 1917, oui, un siècle. Il y a 10 ans, on a voyagé avec ma femme, on est allé à Smyrne, où on a été accueillis. On nous a amenés dans la maison de cet homme. Évidemment, je ne l'ai jamais connu, je parle de mon arrière-grand-père. Et c'est drôle parce qu'il y avait son buste dans l'entrée, puisque cet hôpital existe toujours, il y a la vieille maison, il y avait son buste. Et le buste ne me disait rien, je voyais un visage, bon, c'était un buste, c'était émouvant, c'était mon arrière-grand-père. Et puis le directeur de l'actuel hôpital m'a raconté comment il avait créé cet hôpital pour femmes, ce que ça avait changé pour la vie des femmes, l'immédiate baisse de la mortalité à Smyrne, des femmes qui accouchaient à Smyrne. Eh bien, je vous jure, cet arrière-grand-père que je n'ai jamais connu pendant tout le temps de ce récit était là comme un fantôme et il était en vie. Et je me dis, c'est ça finalement l'éternité, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie qui va laisser derrière nous un sentiment d'amour ou malheureusement pour certains un sentiment de haine. Oui, ou de manque. Ou de manque. Mais enfin, le manque est toujours généré par le sentiment d'amour. Oui. Par définition, ceux qui nous manquent sont ceux qu'on a aimés et dont on pense, et dont on ressent le fait de ne pas les avoir assez aimés ou de ne pas avoir été assez aimés d'eux. Oui. Et si c'était vrai tout ça, hein? Et moi, je dis ça parce qu'évidemment, voici l'édition collector de luxe de ce roman complètement culte qui vient de sortir, un beau cadeau de Noël. Et puis c'était l'édition collector de celui-là, le dernier, qui dit qu'entre les deux, il y a vous, à chaque livre, totalement et entièrement, au fond. Oui, je me suis amusé. Écoutez, c'est 20 ans de carrière, donc c'est à la fois... comment vous dire? Pour quelqu'un comme moi qui a l'amour des métiers, le sens des métiers, quelque part je me dis tiens, ça fait 20 ans quand même, voilà, c'est beaucoup de travail et en même temps beaucoup de joie et beaucoup de rêves, vraiment beaucoup de rêves vécus et des rêves que je n'osais même pas faire quand j'étais enfant. Ouais. Et ça, je sais que je le dois aux gens qui lisent, aux lecteurs, je le dois aux libraires aussi, dont on parle jamais assez, mais je leur dois énormément aux libraires, vraiment. Ouais. Et on ne se rend pas compte de la beauté du paysage des libraires dans notre pays. C'est magnifique. Moi, je fais des tournées chaque année pour aller à la rencontre des lecteurs dans les librairies. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ce sont des lieux magiques, avec des gens magiques qui ont cette fonction formidable de passeur. Parce que tout à l'heure, on parlait du rôle du livre. Et le livre... Le sens du livre, pour moi, c'est vraiment de nous réunir. Là où tout le reste nous divise, c'est de nous réunir. Et de nous faire découvrir et de nous emmener les uns vers les autres. Et le libraire, c'est le cœur de son métier, de nous réunir au travers d'histoires et de nous rapprocher. Et donc voilà, au bout de 20 ans de carrière, voilà, c'est un énorme merci et aux lecteurs et aux libraires. Ouais. Et bien sûr aussi, parce qu'on en parle très très peu, à cet incroyable et si courageux métier qu'est celui d'éditeur. Ouais, et alors un grand merci à l'enfant que vous êtes resté et aux enfants qui vont lire ça, par exemple, Le Petit Voleur d'Ombre, publié chez Robert Laffont, et la suite, Perdu dans la forêt, chez Versilio. Et là, ça, c'est une petite collection. Ouais.
C'est merveilleux d'imaginer qu'il y a des gosses qui vont être éblouis en lisant ça parce qu'on va leur lire. Alors quand je vous parlais justement du merveilleux métier d'éditeur, oui, ça c'est un pari d'éditeur. C'est mon éditeur qui a eu cette idée, qui m'a dit il faut qu'on adapte Le Petit Voleur d'Ombre pour les enfants, parce que c'est un livre qui peut toucher les enfants. Illustré par Fred Bernard, magnifique Fred Bernard, qui est un immense, un géant, un illustrateur extraordinaire. Et je dois dire que c'est un projet, ce projet m'a... Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a rendu... Non, mais j'ai 8 ans et demi quand j'en parle. J'adore ça. C'est à partir de 8 ans. Hein. Ouais. Et bah oui, et quand vous allez voir un petit gosse qui va être heureux en le lisant, ça va vous faire une joie. Il n'y a pas mieux, non? Mais là, non, mais moi j'ai 8 ans. Oui. Je vous jure, là, je suis... ça me rend, ce projet me rend mais tellement heureux. Merci beaucoup, Marc Lévy. Un mot qui résume tout, c'est bonheur. Là, le bonheur de vous accueillir, de vous dire chapeau. Merci pour ce que vous transmettez à vos millions de lecteurs. Ghost in Love.